De retour sur le plateau de Smart Bourse pour Marché à thème. On va s'intéresser ce soir au secteur de la santé en compagnie de Christine Le Breton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérante du fonds Tocqueville Silver Age ISR. Alors l'année 2020 a été quand même assez agitée pour le secteur de la santé. On aurait pu penser qu'il allait dans sa globalité profiter de la crise, parce qu'il était quand même en première ligne, hyper sollicité. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, pas tout à fait, parce que vous imaginez bien que c'est un secteur qui a beaucoup de sous-segments, en fait. Ouais. On a les laboratoires pharmaceutiques, assez connus, avec les médicaments. On a toute la dimension diagnostique, qui a effectivement très, très bien profité de la crise sanitaire, malheureusement, avec les besoins en diagnostic. Et on a après des choses qui sont un peu plus discrétionnaires et qui ont subi les mesures de distanciation et de confinement. Par exemple, tout ce qui est aide auditive, implant dentaire, orthopédie, etc. Ouais. Orthopédie, ce sont des procédures, en fait, électives qui ont été reportés dans le temps, repoussés pour pouvoir accueillir les patients Covid dans les hôpitaux. Donc effectivement, les chiffres d'affaires de ces groupes-là ont vraiment plutôt baissé très fortement sur le deuxième trimestre. La chose qui est très rassurante, c'est que c'était simplement des choses qui étaient repoussées dans le temps, et on voit que dès lors que l'économie est déconfinée, comme on a pu le voir notamment par exemple au troisième, quatrième trimestre, les chiffres d'affaires repartent à la hausse. Mais effectivement, ça a été assez erratique pour certains groupes sur l'année 2020. Oui, mais pourtant, les fondamentaux restent bons. Enfin, on sait qu'il va falloir investir dans le domaine de la santé, ça me semble... Tout à fait. Alors, investir dans le domaine de la santé, il y a deux choses. Il y a les besoins en santé, c'est ça, d'accord, avec des drivers très importants, donc la population déjà, des facteurs démographiques, augmentation de la population, vieillissement de la population, avec des tendances aussi liées au mode de vie qui n'est pas forcément très très bon, la pollution, urbanisation, alimentation pas toujours très saine, etc. Donc ça développe des maladies chroniques. On a aussi un secteur qui est exposé à l'émergence de nouveaux systèmes de santé dans les pays dits émergents, avec une meilleure prise en charge de la santé, et puis un secteur qui est apporteur de solutions sur tous les besoins médicaux encore non satisfaits. Donc effectivement, on a 4 drivers qui sont très très importants et porteurs pour longtemps. Pour le coup, il n'y a pas de sujet. Après, investir à un instant T sur le secteur de la santé, c'est encore une autre analyse. C'est encore autre chose, bien sûr. Et la tendance lourde, justement, c'est la souveraineté des États en matière de santé. Donc c'est peut-être eux qui vont investir dans les prochains mois, dans les prochaines années. On sent que la question devient quand même un peu prégnante. Comment est-ce que vous regardez ça ? Alors, vous avez tout à fait raison. Vous savez, ne serait-ce qu'en France, il y a eu des annonces qui ont été faites en septembre concernant un volet santé à hauteur de 6 milliards d'euros pour effectivement réinjecter dans le secteur de la santé et dans la totalité de son écosystème, c'est-à-dire non seulement la notion de production, souveraineté, comme vous l'avez dit, mais aussi tout ce qui est lié au développement futur, les médecines, la dépendance, etc. Enfin, donc une vision globale sur le secteur de la santé. Et on a aussi beaucoup d'institutionnels, de plus en plus, qui se réintéressent, qui s'intéressaient déjà, mais encore plus au secteur, avec une initiative notamment des assureurs et de la Caisse des dépôts, dans le cadre de leur plan relance, finance durable, France durable. Et il y avait un volet effectivement sur le secteur de la santé à hauteur de 800 millions d'euros. Donc vous voyez, il y a effectivement pas mal d'investissements. Après, on est tous effectivement dans cette perspective de, étant donné ce qui s'est passé, il y a eu un électrochoc et sans doute les gouvernements, les États vont investir davantage. Ne pas oublier les niveaux de dette aussi qui ont augmenté, des arbitrages peut-être budgétaires à faire. Donc c'est normal d'avoir des attentes. Il ne faut pas qu'elles soient sans doute trop élevées et à un horizon trop court. Il va falloir gérer tout ça dans la durée. Oui, moi je pensais aussi aux vaccins. C'est vrai que là on voit bien que la production parfois peut être un peu surprenante. Je pense au cas de Johnson & Johnson par exemple. Vous pouvez peut-être nous parler de ce cas. C'est quand même assez significatif. Oui, alors un des problèmes effectivement de livraison de Johnson & Johnson, visiblement, est qu'ils produisent leurs vaccins notamment aux Pays-Bas, qu'ensuite ils le renvoient aux États-Unis pour conditionnement avant de pouvoir le renvoyer effectivement en France dans le cadre des contrats qu'ils ont passés avec l'Union européenne, en France et en Europe en général. Oui, mais sachez quand même qu'à partir de cet été, de mémoire, il y a les usines vaccins de Sanofi, notamment à Lyon, qui vont pouvoir aider et prendre le relais sur une partie effectivement du conditionnement notamment. Je trouve que ça montre bien l'enjeu effectivement de la production pharmaceutique dans sa globalité. Tout à fait, exactement. Vous avez tout à fait raison. Non, mais on a un vrai enjeu et on a, enfin, encore une fois, des capacités importantes, notamment en France, mais dans d'autres pays. Et on a face à cette pandémie quand même cette crise très très sérieuse,
tous les efforts sont vraiment mis dans la bataille. Et on voit que Sanofi, par exemple, qui n'a pas pu lancer pour le moment de vaccin contre la Covid, propose ses capacités de production pour aider Pfizer, notamment Johnson & Johnson, à pouvoir fournir davantage plus vite. Donc tous les efforts sont là pour effectivement réussir à résoudre cette crise. Est-ce que justement il peut y avoir des perdants, parce qu'on parle de Sanofi qui justement n'a pas réussi à produire de vaccins? Est-ce que ça peut être un facteur par rapport à d'autres où finalement les investisseurs vont peut-être se dire j'ai moins envie d'aller voir Sanofi parce que il est plus dans la course, entre guillemets? Non, je pense que c'est vraiment une conclusion beaucoup trop rapide, honnêtement. C'est un cas très particulier, c'était quelque chose de totalement inconnu. Sanofi a choisi, ils l'ont très bien expliqué dans la presse, d'y aller avec une voie classique, connue, traditionnelle. Donc, ils ont choisi de la sécurité par rapport à des voies beaucoup plus innovantes. Et effectivement, du coup, ça prend plus de temps et ça se passe un petit peu moins bien que pour d'autres. Ça veut dire qu'ils ne vont pas y arriver. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver. Et deux, ça ne remet pas du tout en cause les capacités de Sanofi par rapport au fait de développer des vaccins dans telle ou telle indication. Encore une fois, on était dans un cas très spécifique. C'est venu alimenter effectivement de vieux démons, des débats sur le manque d'investissement par rapport à la recherche, notamment chez Sanofi ou des choses comme ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus tirer de conclusions trop rapides. Non, franchement. Il n'y aura pas de mouvement de consolidation entre des gros labos comme on a pu voir par le passé, par exemple, à l'aune de ces différences entre les labos comme on vient de l'évoquer? Alors, consolidation, donc il y a deux choses. Je pense qu'on ne parle plus du tout des vaccins. Là, du coup, on parle en général des labos. D'accord. On a de toute façon un secteur qui est en innovation constante. Maintenant, on regarde de plus en plus les thérapies géniques, par exemple, et effectivement, tout le monde, à tout moment, n'a pas la plateforme idéale pour faire face à cette innovation de plus en plus cruciale. Donc, il est logique pour tous les acteurs de regarder ce qui se fait partout, notamment chez les plus petits acteurs, et d'aller chercher des produits, d'aider à développer, donc de prendre des produits en in-licensing, par exemple, ou des choses comme ça, ou d'acheter des plateformes. Les grandes opérations, les méga opérations entre les grands leaders mondiaux, etc. Honnêtement, moi, je ne tablerai pas dessus. C'est vrai, les opérations passées ont plutôt montré que c'était difficile de créer de la valeur, très sincèrement. Et aujourd'hui, on est dans des choses beaucoup plus ciblées, beaucoup plus précises, qui répondent à des problématiques, encore une fois, scientifiques et technologiques très particulières. Donc, ce sera sans doute des rachats de biotech, medtech, comme on a pu voir ces dernières années? Par exemple, sachant qu'il y a toujours une attention portée sur le prix. Et quand on en parle avec les dirigeants effectivement des labos, ils sont les premiers à dire que les prix sont élevés et les prix des actifs n'ont évidemment pas baissé avec la crise Covid, au contraire, bien entendu. Donc c'est pas non plus quelque chose qui va avoir un effet boule de neige majeur, je pense. Encore une fois, il y a pas mal de disciplines. Ils sont très très attentifs à la valeur. On est quand même sur un secteur compliqué, très technique, avec très event-driven, comme on dit, c'est-à-dire qu'on conduit des études cliniques, elles sont positives, elles sont négatives. À la fin, on a une molécule où on n'en a pas. Et si on n'a pas, quelque part, on n'a plus rien. Donc, la valeur s'évapore, modulo plateforme technologique. Donc, tout ça, ça rentre dans les analyses et il faut à chaque fois factoriser effectivement le risque par rapport à un prix potentiel. Donc, discipline. Et donc, comment est-ce que le marché le secteur de la santé va se comporter selon vous cette année? On risque quand même d'être sur quelque chose qui va continuer d'intéresser les investisseurs au regard des enjeux que vous venez de me décrire. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, ayez en tête, je pense que vous l'avez abordé avec le petit plateau qu'il y avait juste avant nous, là maintenant. On est dans un environnement très, très mouvant. On a un marché qui a vraiment très envie de jouer la normalisation de l'économie, la réouverture, etc. Le monde après Covid, en fait. Et du coup, qui est en train de se dire quels sont les secteurs d'activité qui vont en profiter le plus. On est dans un monde où on a maintenant des anticipations de hausse de l'inflation, de hausse des taux. Donc, sur le secteur de la santé, qui est un secteur à duration longue, c'est pas le premier secteur auquel on penserait juste là maintenant dans l'immédiat. Donc, étant donné que c'est un secteur qui a plutôt bien performé l'année dernière, en ce moment, il est plutôt une source de cash en fait pour aller justement capturer d'autres idées. Voilà, plutôt des prises de profit pour aller capturer des idées beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus cycliques, beaucoup plus value. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de réponse magique, miracle. Tout dépend de l'horizon, tout dépend de la façon dont les vaccinations vont se réaliser, c'est-à-dire est-ce que les attentes élevées
du marché aujourd'hui sur la normalisation effectivement du monde après la pandémie vont être réalisées. Enfin, on voit bien qu'il y a certains laboratoires qui ont du mal à fournir les vaccins, etc. Donc, tout est une question d'attente, espérance très élevée, et après de matérialisation, d'exécution. Donc, on peut avoir des petits hiatus par rapport à ça. Et c'est ce qu'on disait juste avant, je crois. On est dans un moment un petit peu clé, un peu charnière, où c'est quand même très difficile de se prononcer. Nous, on reste confiants sur le secteur de la santé en raison des 4 drivers que j'ai énoncés en introduction tout à l'heure. Donc, de toute façon, sur un horizon d'investissement action, très honnêtement, et on est bien d'accord, c'est plus de 5 ans, comme on n'investisse pas pour les prochains mois. C'est un secteur qui a effectivement beaucoup d'atouts et qui est très porteur, qui est sur une tendance lourde. Donc, effectivement. Après, encore une fois, fonction du cycle et du marché, il faut être prudent et il faut bien analyser tout. Merci beaucoup Christine Le Breton. Je rappelle que vous êtes gérante du fonds Tocqueville Silver Edge ISR. Évidemment, Smart Bourse, c'est fini pour ce soir. Prochain rendez-vous dès demain à 12h30. Ce sera avec Grégoire Favet. Dans un instant, vous retrouvez Stéphane Soumier pour Bismart l'émission.